Gérald Dautier, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous dans cette émission. Pour cette deuxième émission de la rentrée, on a choisi de prendre à bras-le-corps un sujet compliqué, l'inflation. Mais on sait que notre audience apprécie les sujets un peu difficiles. Pour parler de tout ça, on reçoit quelqu'un qui ne fait pas les médias, mais qui connaît parfaitement le sujet. Gérald Dautier, vous êtes financier, spécialiste des questions monétaires, auteur de 2 ouvrages, Savoir investir et Leçons de stratégie des meilleurs investisseurs, publiés aux éditions Maxima. Pour commencer cet entretien, je vais vous poser une question. Pourquoi l'inflation est-elle si forte en ce moment ? Alors, il est vrai que l'inflation est aujourd'hui l'un des sujets qui fait le plus la une de l'actualité dans les médias. Et pourtant, le sujet de l'inflation ou le sujet de la monnaie est un sujet très complexe qui peut assez souvent porter à confusion, même parmi les économistes qui assez souvent se posent des questions, comme par exemple de savoir s'il faut, oui ou non, ouvrir ou fermer ce qu'on appelle le robinet du crédit. Tocqueville disait qu'une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. Et sur l'inflation, effectivement, il y a beaucoup d'idées qui sont fausses mais claires et précises. Alors mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que vos auditeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes des questions monétaires puissent se dire, finalement, moi aussi je comprends ce que c'est que l'inflation. Pour cela, il faut se pencher sur 2 questions. La première, c'est des questions de monnaie, comprendre ce que c'est que la monnaie. Et la deuxième, c'est de comprendre le système monétaire international. Alors, que les experts des questions monétaires me pardonnent, je vais être évidemment très schématique, parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est la compréhension de tous. Toute économie repose sur l'échange. C'est bien normal parce que on est tous spécialisés ou on a tous tendance à la spécialisation. Certains d'entre nous savent enseigner les mathématiques, d'autres savent faire du pain, d'autres encore savent réparer des voitures. On ne peut pas tout faire. À partir de ce moment-là, il faut qu'on puisse s'échanger les uns les autres des biens et des services. Et notre économie, dans les temps anciens, a commencé sur la base du troc. C'est-à-dire que je vous échange 1 litre de lait contre 3 œufs, par exemple. Mais le troc atteint vite ses limites. Pourquoi ? Parce que se passe-t-il si, par exemple, je veux 1 litre de lait, mais vous ne voulez pas de mes 3 œufs ? Ce problème, les économistes l'appellent le problème de la coïncidence des besoins. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin, tous, au même moment, de la même chose, et on n'a pas forcément intérêt à avoir un échange réciproque. Il nous faut donc une 3e marchandise pour pouvoir faire un échange indirect qui va nous servir à faire ces échanges. Cette marchandise, c'est la monnaie. Mais oublions pour l'instant les billets de banque et les pièces de monnaie. La monnaie, dans l'histoire, a pris plusieurs formes. Parmi ces formes, il y avait évidemment le tabac, le cuivre, le bétail, les perles. Et même pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait dans les camps de prisonniers comme monnaie les cigarettes. C'est-à-dire que tous les prisonniers avaient intérêt à accumuler des cigarettes, même s'ils ne fumaient pas. Pourquoi ? Parce que ça leur servait, dans le futur, à acquérir des biens et des services. Donc la monnaie est avant tout une marchandise qu'on va échanger. Et cette marchandise doit avoir 2 qualités principales. La première, c'est d'être divisible, c'est-à-dire pouvoir facilement la comptabiliser, la compter, la diviser en petites parties. Et la deuxième, c'est que la monnaie puisse conserver sa valeur dans le temps. On aurait pu prendre, par exemple, comme monnaie des pommes, c'est facilement divisible, mais évidemment, les pommes se conservent beaucoup moins bien sur le temps. 2 monnaies ont émergé, naturellement, spontanément sur le marché, c'est l'or et l'argent. Assez rapidement, s'est posé un problème, c'est le problème du stockage. Et les orfèvres, qui évidemment étaient spécialistes de ces sujets, ont commencé à proposer des services de stockage de l'or, en échange duquel vous receviez un reçu sur lequel était écrit la quantité en poids de monnaie que vous aviez déposée dans ces entrepôts sécurisés. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément nécessaire
de faire des allers-retours aux entrepôts et qu'il était beaucoup plus pratique d'échanger ces reçus. Ces reçus, les économistes appellent ça des substituts monétaires. Mais évidemment, vous avez compris et vous avez reconnu qu'on parle ici des billets de banque. Donc, les entrepôts qui, évidemment, sont ce qu'on a connu par la suite, qu'on a appelé les banques, ont permis de stocker d'un côté l'or des citoyens, en échange de quoi elles donnaient des billets de banque. Un premier problème est apparu lorsque les banques se sont aperçues que les épargnants ne venaient pas tous au même moment récupérer l'or qu'ils avaient dans le coffre. À partir de là, les banques se sont dit, on peut imprimer plus de reçus, de billets de banque, qu'on a de réserves dans nos coffres. On appelle ce type de réserve des réserves fractionnaires dans le langage des banques centrales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a plus de billets en circulation que d'or. Mais ce défaut ou cette limite était relativement limitée, si je puis dire, puisqu'il existait une concurrence entre les différents acteurs, entre les différentes banques privées, qui, évidemment, obligeait les banques à garder une grosse quantité d'or dans leur coffre par rapport à la quantité de monnaie papier en circulation. Et on a, à partir de 1803, la Banque de France on lui octroie le monopole de l'émission des billets de banque. Entre 1815 et 1914, la plupart des pays du monde se convertissent à ce système qu'on appelle le système de l'étalon or. C'est-à-dire qu'en 1914, on a à peu près la totalité des billets en circulation qui sont équivalents, peu ou prou, à la totalité du stock d'or dans les coffres des banques. En 1914, évidemment, déclenchement de la Première Guerre mondiale, un changement majeur s'opère. Quel est-il? C'est que les principaux belligérants, que sont l'Allemagne et la France et l'Angleterre, se mettent à imprimer beaucoup d'argent, papier, et suspendent la convertibilité de la monnaie papier en or. Elles le suspendent, et ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, c'était également le cas pendant la guerre de sécession, avec l'idée, à terme, que, en tout cas pour les Français et les Anglais, que les stocks d'or seront remplis de nouveau grâce aux réparations que les Allemands paieront après-guerre. C'est le fameux slogan « l'Allemagne paiera ». Bien évidemment, sur les 80 milliards de marques or que l'Allemagne devra payer, elle n'en paiera que 5 milliards. Pourquoi? Parce que le président américain ouvert en 1926 déclare un moratoire sur la dette allemande pour ne pas que les Allemands se tournent vers le communisme, qui à l'époque était visiblement le principal danger. Après-guerre, les principaux pays, que sont la France, l'Allemagne et l'Angleterre, connaissent des niveaux d'inflation élevés, voire très élevés pour l'Allemagne. On est à l'époque de la République de Weimar, et à cette époque-là, les niveaux d'inflation sont stratosphériques. Pour avoir une idée, en France, les prix sont multipliés par 6,5 entre 1913 et 1928, à partir du moment où on aura ce qu'on appelle le franc Poincaré, qui est une dévaluation. Et en Allemagne, c'est encore pire. On passe en 1913 à 1 dollar qui vous donne 4 marks, pour 1923 à 1 dollar qui vous donne 4 milliards de marks. Donc des niveaux d'inflation stratosphériques. Entre les deux guerres, il ne reste que les États-Unis et d'une certaine manière la Grande-Bretagne qui ont un système de convertibilité des monnaies en or. À partir de 1944, les Alliés se réunissent dans une petite ville du New Hampshire qui s'appelle Bretton Woods et ils dessinent l'architecture du système monétaire international tel qu'on le connaît aujourd'hui. On dit souvent que ce qui a donné la prééminence du dollar dans les échanges internationaux, c'est la puissance économique des États-Unis. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que ce qui a permis au dollar de prendre une telle importance, c'est d'abord et surtout
parce que les monnaies des principaux pays concurrents du dollar étaient très mal gérées et ces pays-là ont imprimé énormément d'argent pendant toute la période. En 1971, Nixon suspend, le 15 août 1971, la convertibilité du dollar en or. Jusqu'à présent, il était possible, non pas pour les citoyens, mais pour les banques centrales, d'échanger leur dollar en or à cours fixe. À partir de 1971, c'est plus possible. Pourquoi ? Tout d'abord parce que les Américains impriment énormément de dollars pour financer la guerre du Vietnam, et aussi parce que certains alliés, et il faut le dire sous l'impulsion de la France et du général de Gaulle, commencent à rapatrier leur stock d'or, à échanger leurs dollars et les rapatrier dans leur pays d'origine. Et là, tout change. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, notre monnaie ne repose sur rien. Pour la première fois, notre monnaie n'est plus supportée par une quantité définie de marchandises. On passe sur une monnaie qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Et ça a deux conséquences principales. La première, c'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Si aujourd'hui vous allumez n'importe quelle télé ou radio, vous allez voir des nouvelles sur le cours de bourse, les actions, les taux. C'est l'une des conséquences de cette suspension de convertibilité. Et la deuxième, encore plus dramatique, si je puis dire, c'est qu'à partir de 1971, on aura une explosion, littéralement une explosion de la dette publique, qui est le résultat du financement de ce qu'on appelle, nous, l'État-providence, en tout cas des dépenses sociales. C'est à partir de ce moment-là où les autorités publiques décident d'imprimer beaucoup d'argent pour financer ce qu'on appelle notre modèle social. Et juste pour terminer sur ce point-là, il faut bien avoir à l'esprit que pour le cas de la livre sterling et du dollar, parce que plus facile de comparer les monnaies lorsqu'il n'y a pas eu de changement comme avec le franc et l'euro, pour la livre sterling, jusqu'en 1914, si on regarde dans les 100 années qui ont précédé jusqu'à 1914, on s'aperçoit que les prix en Grande-Bretagne ne changent à peine. Et c'est à peu près la même chose aux États-Unis, entre 1750, date à laquelle on commence à enregistrer les prix, jusqu'à la moitié des années 1930, les prix aux États-Unis ne bougent pratiquement pas. Qu'est-ce qui se passe en 1930 ? Le président américain décide de dévaluer le cours du dollar par rapport à celui de l'or. Merci. Vous situez l'origine de l'inflation actuelle à la fin de Bretton Woods. Pourtant, on ne connaît une inflation élevée que depuis quelques mois. Qu'est-ce qui a changé selon vous ? Alors, c'est vrai, mais il faut bien avoir conscience que ce que l'on appelle, nous, l'inflation, aujourd'hui, quand on parle d'inflation, on a cette idée de hausse des prix, c'est-à-dire hausse des prix de l'essence, hausse des prix de mon panier de consommation courante. Mais l'inflation, à la base, c'est tout simplement l'augmentation de ce qu'on appelle la masse monétaire, c'est-à-dire le nombre de billets en circulation. Et si on regarde les choses comme ça, on s'aperçoit que l'inflation n'est pas de retour, comme on peut l'entendre ici ou là, mais l'inflation est bien présente depuis plusieurs années. Il faut tout simplement s'intéresser non pas au prix des biens à la consommation, au prix des biens de consommation courante, mais ce qu'on appelle au prix des actifs. Qu'est-ce que sont les actifs ? Tout simplement l'immobilier, les marchés financiers, le marché de l'art. Et on s'aperçoit bien que depuis 2008 et d'autant plus depuis 2020, le fameux quoi qu'il en coûte, on s'aperçoit bien que les prix des actifs, donc du marché immobilier, du marché financier et d'autres types de marchés d'actifs, ont augmenté significativement. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 2008, les principales banques centrales mondiales mettent en place des politiques qu'on appelle des politiques monétaires accommodantes ou laxistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais être technique pendant une seconde. Ça veut dire tout simplement de mettre en place un système d'expansion forcée du crédit en baissant les taux d'intérêt ou en rachetant des actifs aux banques ou aux États. Mais pour nous, pour se simplifier, on va simplement parler d'impression monétaire ou de faire tourner la planche à billets. C'est la même chose, ça revient exactement au même. D'accord, donc vous estimez que le calcul de l'inflation n'est pas fiable ? Alors, oui, effectivement, si jamais il n'y a pas d'intervention dans l'économie des banques centrales, on est bien d'accord que l'ensemble des biens
et des services est équivalent au stock de monnaie. Donc si on augmente le stock de monnaie, d'une certaine manière, on a la monnaie qui se déprécie. Mais si on n'augmentait pas ce stock de monnaie, et que le stock de monnaie était stable, comme dans une économie, on devrait avoir tendance normalement à produire des biens, on devrait avoir plus de biens pour autant de monnaie. Et dans une économie naturellement, le pouvoir d'achat a tendance à se développer, non pas à se détériorer. Alors en France, on mesure l'inflation à l'aide d'un indice qu'on appelle l'IPC, l'indice des prix à la consommation. C'est l'INSEE qui, mensuellement, va évaluer le panier moyen des ménages. Alors comment ça se passe? Si par exemple vous avez le prix d'un paquet de café moulu qui coûte 2 euros, si le mois suivant ce paquet coûte 2 euros et 4 centimes, eh bien l'INSEE va calculer qu'il y a eu une augmentation de 2% globalement sur cette ligne qui représente un panier moyen des ménages, et puis après fait le calcul de toutes les lignes pour vous donner le montant global de l'inflation. Mais ce calcul a deux limites. La première, c'est qu'effectivement, si vous ne buvez pas de café, ce panier moyen de consommation ne vous représente absolument pas. C'est votre problème, pas le leur. Et l'INSEE exclut un grand nombre de biens et de services de son calcul, comme par exemple les primes d'assurance, les véhicules d'occasion, les services de plomberie, d'électricité, etc. Mais vous pourriez me dire, soit ça représente un panier imaginaire d'un ménage qui l'est tout autant, pourquoi pas? Mais il y a un deuxième problème qui est beaucoup plus sérieux dans le calcul de l'IPC, donc de l'indice des prix à la consommation, qui nous permet de connaître notre niveau d'inflation, c'est ce qu'on appelle le biais de substitution. Qu'est-ce que c'est? Imaginons que chaque mois, vous consommiez 5 litres de jus d'orange et que chaque litre de jus d'orange coûte 1 euro. Donc chaque mois, vous dépensez 5 euros. Imaginons par ailleurs qu'en Floride, la Floride est un grand producteur d'oranges, de jus d'orange, il y a une tempête extraordinaire qui décime complètement toute la production de cet agrume. Et qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, le prix de l'orange va exploser et le prix du jus d'orange va augmenter. Imaginons maintenant que ce litre de jus d'orange que vous payiez auparavant 1 euro passe à 5 euros dans les supermarchés. Là, vous avez deux options. La première, c'est de se dire, puisque c'est beaucoup plus cher, puisque 1 litre de jus d'orange coûte 5 euros, je ne vais plus consommer de jus d'orange. Là, qu'est-ce que se dit l'INSEE? Évidemment, pas si c'est uniquement vous, mais si c'est la totalité des ménages qui font la même chose, se dit, puisque le jus d'orange n'est plus consommé, dans ces cas-là, on va le retirer du panier moyen des ménages. D'accord. Pire, si jamais vous décidiez de toujours vouloir consommer vos 5 litres de jus d'orange mensuellement, mais évidemment, puisque le litre de votre jus d'orange préféré a augmenté, vous allez peut-être vous tourner vers un jus d'orange de bien moindre qualité. Et effectivement, là, l'INSEE ne peut pas calculer ce qu'on appelle cette détérioration de la qualité des biens et des services que l'on achète. Très bien. Et selon vous, cette inflation, à qui elle profite le plus et qui en pâtit le plus? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1849, dans un journal qu'on appelle La Voix du Peuple, qui était un journal fondé par Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des pères du socialisme qui a notamment inspiré Marx et qui considérait que la propriété, c'était le vol. Et dans les pages de la Voix du Peuple, Proudhon débattait avec un autre économiste partisan des libertés, qui s'appelle Frédéric Bastiat, sur ces sujets de la monnaie. En résumé, ce que disait Proudhon, c'était qu'il était pour que l'on suspende la convertibilité qu'à l'époque de l'or avec la monnaie, qu'on ait une monnaie qui soit 100% papier, que l'on augmente cette masse monétaire et que l'on réduise à zéro les taux d'emprunt. Selon lui, selon Proudhon, ça nous permettrait d'avoir absolument plus de dettes et des entreprises qui seraient très prospères. De l'autre côté, Bastiat lui répond, c'est absurde. Si on met en place ces politiques, la seule chose qui va se passer, c'est que les pauvres vont s'appauvrir
et que les riches vont devenir de plus en plus riches. Eh bien, 170 ans plus tard, on a mis en place les politiques de Proudhon, en tout cas ses recommandations, mais par contre, c'est Bastiat qui avait raison. Qu'est-ce qui en profite et qu'est-ce qui en souffre? Ceux qui en profitent d'abord, on a un économiste franco-irlandais qui s'appelle Richard Cantillon, qui nous a appris il y a quelques siècles de cela que l'inflation se diffusait d'abord au point d'entrée de la monnaie. Donc comment est-ce que la monnaie est diffusée dans notre économie? Principalement par le crédit bancaire. Donc toutes les personnes qui en profitent, c'est les personnes qui ont eu accès à ce crédit bancaire ces dernières années, les personnes qui se sont achetées un bien immobilier, les personnes qui ont vendu un bien immobilier. C'est aussi toutes ces entreprises qui ont pu se financer sur de la dette à très bon marché. Je pense notamment à la Big Tech aux États-Unis qui s'est systématiquement développée sur des projets qui sont notamment pas rentables, mais qui ont pu se développer grâce à un financement à taux zéro. C'est évidemment l'État, parce que l'État est le premier des emprunteurs. C'est tous ceux qui ont pu investir sur les marchés financiers, parce que les entreprises ont mis en place des rachats d'actions. Donc tout cela sont ceux qui ont profité de l'inflation. Maintenant, qu'est-ce qui en souffre? Et c'est là, à mon avis, le plus grand scandale du XXe siècle et certainement également celui du XXIe siècle. Parce que les personnes qui souffrent le plus de l'inflation, ce sont les classes populaires et ce sont les plus fragiles d'entre nous. Pourquoi? C'est très facile à comprendre. Déjà, cette catégorie sociale n'a pas les moyens de se payer les services d'un conseiller financier qui va les orienter pour mettre leur épargne sur des produits qui ne se dévalorisent pas quand il y a beaucoup d'inflation. Par ailleurs, en général, les plus modestes d'entre nous, c'est souvent les personnes qui ont juste un matelas d'épargne et pas plus. Et évidemment, elles voient ce matelas d'épargne se réduire avec le temps. Donc, ceux qui souffrent le plus des politiques monétaires actuelles mises en place par nos banques centrales, ce sont les plus modestes, et ça, c'est un scandale incommensurable qui est très peu commenté. Mais j'aimerais ajouter là-dessus un seul point, c'est que ce que je dis là, ça fait unanimité chez, on va dire, dans tout le spectre des économistes, que ce soit de Ludwig von Mises, qui est le chef de file de l'école autrichienne d'économie, et qui déclarait que l'inflation est une taxe sur l'épargne, et le drame, c'est que les plus pauvres d'entre nous ne s'en rendent pas compte. Et même Keynes, qui est l'instigateur de ces politiques inflationnistes, et pour rappel, qui est quand même l'idéologue de référence en économie pour une grande partie de la gauche, et notamment de l'extrême gauche, qui préconisait des mesures inflationnistes et qui déclarait, il a déclaré ça dans un ouvrage qui s'appelle « Les conséquences économiques de la paix » en 1919, que par un processus continu d'inflation, les gouvernements peuvent secrètement et sans être observés confisquer une grande partie de la richesse des citoyens. Donc l'inflation, effectivement, pour l'ensemble des économistes, c'est de l'argent qui est prélevé à qui, je vous le dis, aux plus pauvres d'entre nous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les prix montent quand on imprime de l'argent? Oui. C'est un peu technique, alors je vais essayer d'être encore une fois schématique. Dans une économie, en face de tous les biens et services que vous avez un stock de monnaie. Si on augmente ce stock de monnaie en imprimant de l'argent, eh bien, la monnaie se déprécie. Pour le comprendre, imaginons que l'ensemble du stock de biens soit une pomme de terre et que l'ensemble du stock de monnaie soit 1 seul euro. C'est-à-dire que dans toute l'économie, il n'y a qu'une seule pomme de terre et en face, il n'y a qu'un seul euro. Si on imprime 1 euro de plus, dans toute l'économie, on a une pomme de terre, maintenant on a 2 euros. Donc, mon pouvoir d'achat de mon euro s'est dévalorisé. Évidemment, parce que maintenant, il me faut 2 euros pour acheter une pomme de terre. Avant, j'avais besoin que d'1 seul euro pour acheter une pomme de terre. Mais pour le comprendre de manière un peu plus détaillée, prenons un exemple un petit peu plus complexe. Imaginons que nous avons un boulanger, un jardinier et un ouvrier. Mettons la monnaie de côté. Supposons que notre boulanger, lorsqu'il fabrique sa baguette de pain, reçoit en échange un jeton. Supposons que le jardinier qui vient tailler vos haies reçoit en échange 3 jetons.
Et l'ouvrier, on va considérer qu'en échange de ses services, de son travail, il reçoit une centaine de jetons par mois. Le boulanger, le jardinier et l'ouvrier créent ce qu'on appelle de la richesse. Cette richesse, elle peut être accumulée, elle peut être échangée ou elle peut être dépensée. C'est le principe d'une économie. Maintenant, imaginons qu'il existe une association de malfaiteurs et que cette association de malfaiteurs ait la possibilité de créer des jetons qui soient strictement identiques aux jetons que reçoivent nos boulangers, jardiniers et ouvriers. Il n'y a aucun moyen de distinguer les vrais jetons des faux jetons. On est bien d'accord que cette association de malfaiteurs peut faire absolument ce qu'elle souhaite avec ces jetons. Elle peut évidemment acquérir des biens et services. Elle pourrait même en redistribuer une partie à la population, et on pourrait appeler ça l'État-providence si on le souhaite. Qu'est-ce qui se passe? On se rend bien compte que, dans ce cas, cette association de malfaiteurs va retirer de notre pool de biens et services une partie des biens et services. Et dans le même temps, elle va ajouter des jetons supplémentaires, donc de la monnaie supplémentaire. Donc on a bien une diminution des biens et services et une augmentation de la monnaie. Eh bien, dans ces cas-là, on peut effectivement considérer qu'il y a vol. Donc vous estimez que l'inflation est un vol? Tout à fait. Pour le comprendre, c'est simple. Imaginons par exemple que vous me prêtiez 100 € et que je vous rende 90 € à la fin de l'année. Vous allez dire que c'est un vol. Moi, je peux appeler ça de l'inflation. Il n'en reste pas moins que c'est un vol. Les pouvoirs publics, lorsqu'ils veulent financer la dépense publique, par exemple la construction d'un hôpital, ont que 3 moyens à leur disposition. La première, c'est l'impôt. L'impôt, qu'est-ce que c'est? C'est un prélèvement immédiat des ressources qui sont produites dans l'économie. La deuxième, c'est émettre de la dette. On appelle ça des obligations souveraines. Pour être plus précis, on appelle ça des obligations assimilables au trésor. Mais elles émettent de la dette sur les marchés qui va être achetée par des investisseurs. Alors, quand on pense investisseurs, c'est assez souvent Madame Michu qui a son assurance vie à la Poste qui va acheter ces obligations-là. Il faut en avoir conscience. Ça, c'est la deuxième façon de se financer. Et la troisième façon de se financer, c'est tout simplement de monétiser la dette. Et comment est-ce qu'on monétise la dette? Eh bien, on fait en sorte que la valeur de la dette que j'ai émise aujourd'hui, sa valeur dans le futur, soit bien moindre que sa valeur d'aujourd'hui. Et prenons un exemple qui nous permet véritablement de comprendre pourquoi est-ce que l'inflation est un vol. Imaginons que vous souhaitiez, à la fin de cette année, vous acheter une voiture disons qu'elle coûte 10 000 €. Imaginons par ailleurs que dans l'économie, une paire de sneakers coûte 100 €, un panier de courses, ça coûte 50 €, et que votre salaire, pour simplifier, soit de 1 000 € par mois. Maintenant, il y a 10% d'inflation. Okay. Donc à la fin de l'année, effectivement, les sneakers ne coûtent plus 100 €, elles coûtent 110 €, il y a eu 10% d'inflation. Mon panier de courses moyen ne coûte plus 50 €, il coûte 55 €. La voiture ne coûte plus 10 000 €, elle coûte 11 000 €. Et votre salaire qui était de 1 000 €, effectivement, il est bel et bien réévalué, il est à 1 100 €. On pourrait d'ailleurs ajouter là-dessus qu'il y a toujours un décalage entre le moment où les prix augmentent et les salaires augmentent, et ça serait aussi qualifiable de vol, mais c'est un autre sujet. Et donc, la voiture coûte 11 000 €. Maintenant, vous voulez vous acheter votre voiture. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est votre épargne. Parce que votre épargne qui vous permettait de vous acheter cette voiture aux 10 000 € au début de l'année, elle est à 10 000 € et à la fin de l'année, elle est toujours à 10 000 €. Et donc, au début de cette année, vous pouviez effectivement vous acheter une voiture et à la fin de cette année, vous ne pouvez plus puisque la voiture maintenant est à 11 000 €. Eh bien, cet argent, il vient bien de quelque part. Et il vient de cette inflation, de cette taxe sur l'épargne. Vous estimez que l'inflation profite au pouvoir public. Pourtant, ces derniers disent la combattre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il est certain que d'une manière générale, l'inflation est toujours présentée par les pouvoirs publics comme étant une catastrophe naturelle ou un fléau contre lequel les gouvernements veulent systématiquement nous protéger. Bon, ça, c'est un petit peu l'histoire qui est racontée pour nous faire plaisir. Parce que dans les faits, les gouvernements ont toujours eu intérêt non seulement à mettre en place des politiques inflationnistes, mais en plus à minimiser cette inflation.
et ce, depuis toujours. Pourquoi ? Tout d'abord parce que quand il y a beaucoup d'inflation, pour l'État, c'est tout bénef. Tout d'abord, l'État peut émettre de la nouvelle dette, ça va lui coûter moins cher, le service de la dette va lui coûter moins cher. Par ailleurs, les impôts augmentent. Pourquoi ? Parce que si les prix augmentent, la TVA va augmenter, l'impôt sur le revenu va augmenter, l'impôt sur les sociétés va augmenter, c'est mécanique. Et dans le même temps, les prestations sociales n'augmentent pas immédiatement. Et enfin, l'inflation, ça permet toujours au pouvoir public de montrer qu'ils agissent ou qu'ils réagissent pour nous protéger. Mais si on regarde un petit peu dans l'histoire, des épisodes d'inflation, on en a depuis déjà à l'époque de l'Empire romain, de l'empereur Constantin, on rognait les pièces de monnaie et avec les résidus de ces pièces de monnaie, on frappait de nouvelles pièces, ce qui permettait de financer les guerres, et l'inflation était évidemment très importante à cette époque-là. On a parlé tout à l'heure de l'époque de la République de Weimar. Pour se donner une idée de ce que représente une hyperinflation, vous alliez au restaurant à l'époque de la République de Weimar, le temps qu'on vous apporte l'addition, les prix avaient doublé. On parle d'un niveau d'inflation vraiment stratosphérique. Et pourtant, même à cette époque-là, à l'époque de la République de Weimar, les économistes principaux et le gouvernement allemand nous disaient que l'une des raisons pour lesquelles l'inflation était si élevée est parce qu'il n'y avait pas assez de monnaie en circulation. Donc, ça a toujours été, de tout temps, pour les gouvernements, l'inflation un outil qui leur bénéficie et évidemment dans leur intérêt de minimiser le poids de l'inflation. Et si vous voulez mon avis sur la question, je vous dirais que c'est un peu le chemin qu'on prend et que l'an prochain, on nous dira qu'il faut encore une fois mettre en place une sorte de quoi qu'il en coûte bis parce que ce sera nécessaire pour l'économie. C'est ce que sait faire l'État, c'est la seule chose qu'il sait faire, c'est d'imprimer de l'argent et d'imprimer de la monnaie. D'accord. On entend ici et là que l'inflation est due au prix de l'énergie qui a augmenté à cause de la réduction des importations russes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais ça ne peut pas l'être complètement. Je m'explique. Tout prix est le résultat de l'offre et de la demande. Donc, effectivement, si l'offre de quelque chose se réduit et que la demande est identique, les prix vont monter. Mais on ne peut pas avoir d'augmentation généralisée des prix comme on l'a aujourd'hui sans cause monétaire. C'est très facile à comprendre. Imaginons que, quelque part dans le monde, pour des raisons géopolitiques, la production du blé s'effondre. Donc on est bien d'accord que le prix du blé est aussi le résultat de l'offre et de la demande de blé, donc vous avez moins d'offres et une demande à peu près équivalente. Vous, si chaque mois vous achetez 1 kilo de farine, de blé, si vous voyez les prix du blé augmenter, donc le prix de la farine va augmenter, qu'est-ce que vous allez faire ? Si votre salaire est identique, vous allez dépenser vous allez dépenser un petit peu moins, comme par exemple sur 1 kilo de sucre. Mais le prix du sucre, lui aussi, il est le résultat de l'offre et de la demande. Donc si on a moins de demande de sucre, le prix du sucre doit être réduit, doit s'effondrer. Si on a une augmentation généralisée des prix, c'est qu'on a forcément une raison d'origine monétaire, c'est-à-dire inflationniste. Et c'est ce que disait Milton Friedman, le chef de file de l'école monétariste, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que les prix à la consommation n'augmentent pas depuis février 2022, c'est-à-dire depuis la déclaration de la guerre en Ukraine, mais depuis février 2021 aux États-Unis et en Europe. Donc c'est une preuve de plus que c'est la raison principale de l'augmentation généralisée des prix n'est pas une raison énergétique ou géopolitique, c'est une raison monétaire. Mais permettez-moi de faire une petite digression sur la Russie. On a entendu ici et là, notamment de la part de notre ministre de l'économie, qu'on voulait mettre l'économie de la Russie à terre, par terre. Pourtant, on s'aperçoit, on le voit, que le cours du rouble s'est renforcé. Si on veut mettre, évidemment,
une économie à terre, il faut que sa monnaie se déprécie, dégringole. C'est parce qu'on s'y est très mal pris, parce qu'on n'a pas du tout réfléchi aux conséquences de nos actions. Si on avait voulu mettre l'économie russe à genoux, ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'empêcher les sociétés européennes présentes en Russie de commercer avec l'Europe, on aurait dû les laisser. Au lieu de supprimer ou de restreindre ou d'interdire les transactions SWIFT entre l'Europe et la Russie, il aurait fallu les laisser en place. Parce que qu'est-ce qu'il se serait passé si on avait fait ça? Eh bien, le cours du rouble se serait écroulé. Pourquoi? Parce que les Russes, à la moindre encartade ou à la moindre mauvaise nouvelle sur le terrain des opérations, qu'est-ce qu'ils auraient fait de leur rouble? Ils les auraient vendus. Et donc le cours du rouble aurait dégringolé. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au tout début de l'opération. Le rouble est passé de 1 euro pour 85 roubles à 1 euro pour 130 roubles. Aujourd'hui, on a 1 euro pour 60 roubles. Si vraiment on avait voulu mettre l'économie russe à terre, il aurait fallu faire exactement l'inverse, c'est-à-dire ne pas mettre en place de sanctions, ni sur les transactions financières, ni sur les marchandises. Mais ça permet de dire quoi? La première chose, c'est que je pense qu'il faut toujours considérer avec beaucoup de circonspection les décisions économiques et financières de ceux qui nous gouvernent. Vous savez, ça me rappelle ce paradoxe de l'Assemblée nationale. Si vous aviez une étude qui vous prouvait par A plus B que notre pays se porterait bien mieux en supprimant l'Assemblée nationale, à votre avis, combien de députés voteraient une telle loi? Absolument aucun. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible pour quelqu'un de comprendre quelque chose lorsque sa rémunération ou son pouvoir dépend du fait qu'il ne la comprenne pas. Qu'est-ce qui explique, du coup, selon vous, qu'on ait pris ces sanctions contre-productives alors qu'on aurait pu toucher la Russie d'une autre façon, comme vous venez de nous l'exposer? C'est, à mon avis, principalement une réaction politique et pas du tout une réaction qui est basée sur des principes économiques. C'est exactement la même chose lorsqu'on nous dit qu'on veut mettre un plafond sur les prix de l'énergie, les prix du pétrole et du gaz qu'on va acheter à la Russie. C'est ridicule. D'ailleurs, il y a le patron de Shell récemment dans une interview qui disait que c'était une très mauvaise idée et que ce serait une bonne chose de laisser faire les experts sur ces sujets-là. Un homme politique a, avant toute chose, intérêt à montrer qu'il agit et qu'il prend des décisions. C'est un peu le principe même de la politique. Même si ces décisions n'ont absolument aucun sens. Et encore une fois, ces sanctions sur la Russie, si l'objectif était de mettre la Russie à genoux, n'aurait pas lieu d'être. Il aurait fallu faire exactement l'inverse. Merci. Est-ce que pour vous, une des solutions à l'inflation, ça pourrait être de bloquer certains prix? Contrôler les prix, c'est toujours une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que chaque prix est le résultat d'une confrontation entre l'offre et la demande. Donc, si on réduit artificiellement un prix, évidemment, on aura beaucoup plus de demandes pour cette matière première. Prenons un exemple. Imaginons que le prix d'une brique de lait soit de 1 euro et que demain, le gouvernement décide que le prix de la brique de lait doit être de 50 centimes. Qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, au niveau de la demande, il y a énormément de personnes qui vont se mettre à acheter du lait alors qu'elles n'en achetaient pas. Il y a énormément de personnes qui vont trouver des nouvelles utilisations pour le lait qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc on va avoir une demande qui augmente. De l'autre côté, au niveau de l'offre, évidemment, les marges des producteurs ne sont pas aussi grandes qu'on pourrait le croire. Il y a énormément de producteurs qui vont commencer à produire à perte. Donc ils vont se dire, bon, moi le lait, c'est fini, je vais faire du beurre, du fromage, ou je vais envoyer mes vaches à la boucherie. Donc, d'un côté, on aura une augmentation de la demande et une réduction de l'offre. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer des pénuries. Et évidemment, le gouvernement va arriver en nous proposant des tickets de rationnement. D'ailleurs, d'un côté, vous aurez des personnes qui auront du lait, d'un côté, des personnes qui n'en auront pas du tout. Donc, la situation sera 10 fois pire. Mais c'est exactement la même chose sur cette question du contrôle des loyers. Vous avez aujourd'hui des hommes politiques, des femmes politiques qui vous disent qu'il faut mettre en place un contrôle des loyers. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous allez avoir moins d'offres de biens immobiliers, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, parce que celui qui voulait s'acheter un bien immobilier,
il ne va plus le faire parce qu'il va dire moi, mon crédit, il est de ce niveau-là. Donc, si maintenant mon loyer il n'est pas là, mais il est là, je ne vais plus acheter, ça n'a plus aucun sens économique. Et par ailleurs, vous aviez parfois de grandes familles qui étaient dans des grands appartements. Une fois, en général, lorsque les enfants partent à l'université, prennent leur propre appartement, qu'est-ce que font ces familles? Elles se disent, on va déménager dans un appartement plus petit, on n'a pas besoin d'un grand appartement comme ça, de payer un loyer aussi important. Bien, évidemment, si on contrôle les loyers, encore une fois, ces personnes vont rester dans les appartements, donc on va créer d'autant plus de pénuries. Certains économistes disent que 2% d'inflation par an, c'est bon pour l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une mauvaise interprétation, à mon avis, de ce qu'est l'inflation. Mais pour essayer de le comprendre, il faut se poser la question, il faut revenir à l'origine de ces 2%, ce qu'on fait assez rarement. Aujourd'hui, les 2% d'inflation, c'est une préconisation du FMI, qui préconise ça depuis maintenant, début des années 2000. Quand on va chercher l'origine de ce chiffre de 2%, on tombe sur un professeur d'Harvard, dont j'ai oublié le nom, qui a sorti un papier dans les années 80 en disant 2% d'inflation, c'est bon pour l'économie. Quand on s'intéresse à ce papier, qu'on va chercher les sources de ce papier, on retrouve Milton Friedman, donc le chef de file de l'école monétariste. Que dit Milton Friedman? Il dit jamais qu'il faut 2% d'inflation. Il dit qu'une inflation entre 2 et 5% serait bonne pour l'économie parce qu'elle permet d'augmenter les salaires. Et il est vrai que si les prix augmentent, les marges des entreprises vont augmenter. Donc, les entreprises auront tendance à augmenter les salaires. C'est vrai. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'inflation est une taxe sur l'épargne. Donc, imaginez bien 2% d'inflation sur une génération, c'est-à-dire sur 25 ans. Ça veut dire qu'on considère qu'il est tout à fait normal de prendre 50%, donc 2% fois 25, 50% de l'épargne d'une génération. Ça n'a aucun sens. Au vu de la situation actuelle, vous estimez que cette inflation va durer combien de temps? Quand est-ce que vous pensez qu'elle va s'arrêter? Il est toujours très délicat de faire des prévisions. Ce que je pourrais vous dire, c'est la chose... pourquoi? Déjà parce que on se souvient tous dans les années 80 du prix Nobel d'économie Samuelson qui disait que le PIB de l'URSS serait supérieur au PIB des États-Unis dans le courant des années 2000. Parmi les autres grandes prédictions qu'on a eues, c'est celle de Irving Fisher, qui était le grand économiste des années 1920, qui, 3 jours seulement avant le krach de 1929, nous dit que les actions ont atteint un haut plateau permanent. Oui. Donc, je crois qu'il faut rester très circonspect aux prévisions, notamment des banques centrales, qui nous promettent une inflation maîtrisée dans les 12 mois à venir. Pourquoi? Déjà, parce qu'elles n'ont ni vu venir la hausse des prix actuelle. Il y a encore 6 mois, 8 mois, on nous disait que c'était transitoire. Mais aussi parce que les banques centrales n'ont pas vu venir la chute de Lehman Brothers, elles n'ont pas vu venir la crise financière. En fait, elles ne voient absolument rien venir, les banques centrales. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation a 2 effets principaux sur l'économie. Le premier, on en a déjà parlé longuement, c'est la hausse des prix à la consommation et la hausse des prix des actifs. C'est le résultat du quoi qu'il en coûte. Et malheureusement, je crois qu'on va vers un appauvrissement durable de l'ensemble de la population française et notamment des classes les plus fragiles. Mais ce n'est pas le seul effet de l'inflation. Il y a un deuxième effet de l'inflation qu'on peut appeler la distorsion des prix. Donc laissez-moi expliquer ce que c'est. Imaginez que vous avez un restaurateur qui a un restaurant dans une petite ville de province. Ce restaurateur fait une 30aine de couverts par soir. Là, un jour, à l'insu de sa connaissance, s'installe, proche de son restaurant, un cirque. Évidemment, le cirque draine de nombreux visiteurs et tous les artistes vont se restaurer dans ce restaurant. Le restaurateur est très content, il voit arriver énormément de clients, de nouveaux clients. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il recrute du personnel. Il va prendre un crédit pour acheter l'annexe à côté et agrandir son restaurant. Il va acheter les tables, les chaises, les couverts, tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement d'un restaurant. Un jour, le cirque s'en va. Le cirque s'en va. Qu'est-ce qu'il fait, notre restaurateur? Là, il est très mal. Il va licencier en partie son personnel. Il a un crédit sur le dos
qu'il ne va plus pouvoir rembourser, donc il va faire faillite. Quand on baisse les taux d'intérêt, c'est un petit peu la même chose que d'avoir une demande supplémentaire, une demande artificielle. Et évidemment, quand on remonte les taux, on appelle ça une politique de normalisation, eh bien, on crée ce qu'on appelle des crises. Pourquoi on crée des crises? Parce qu'on se retrouve dans la même situation que ce restaurateur. Warren Buffett, le célèbre investisseur, disait « c'est lorsque la marée est basse qu'on voit ceux qui nageaient tout nus ». Là, c'est un peu la même chose. Lorsque les taux remontent, on voit ceux qui ont entrepris des projets non rentables. Donc aujourd'hui, on arrive dans une politique de normalisation, c'est-à-dire de hausse des taux, qui peut juguler l'inflation, effectivement. Mais par contre, il y a un souci majeur, c'est qu'on n'a plus les mêmes marges de manœuvre que dans les années 80. Dans les années 80, il y a une inflation très importante aux États-Unis, et le président de la Fed, Paul Volcker, à l'époque, a remonté les taux d'intérêt jusqu'à 20%. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces marges de manœuvre parce qu'on a un endettement qui est très important. Donc si vous augmentez les taux d'intérêt de manière très importante, ben, votre endettement, il va vous coûter beaucoup plus cher. Donc nos marges de manœuvre sont très limitées. Et de l'autre, effectivement, quand on remonte les taux, eh ben, on a ce problème de crise. Donc on est un peu pris dans un dilemme entre d'un côté une inflation qui va durer très longtemps, et on parle en années, pas en mois, et de l'autre, une crise de très grande ampleur. Pour vous donner un exemple, dans les années 70, on a eu, en 1971, le pic de création monétaire. Le pic de création monétaire, c'est la période à partir de laquelle les banques centrales arrêtent de faire tourner la planche à billets, en tout cas le font de manière beaucoup moins importante. On a eu le pic d'inflation seulement 9 ans plus tard, en 1980. Ah oui. Donc vous avez un délai entre le pic de création monétaire et le pic d'inflation. La mauvaise nouvelle, c'est que le pic de création monétaire, en zone euro, c'était cette année. Donc on a quelques années devant nous. Donc je ne suis pas du tout confiant sur l'avenir de l'inflation. Et il faut avoir véritablement une conscience des effets délétères de l'inflation. Je reprends l'exemple du dollar et des États-Unis. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est plus simple de comparer le dollar sur la durée que l'euro, le franc, l'ancien franc. Dans les années 60, aux États-Unis, avec 10 000 $, vous pouviez vous acheter une maison. Aujourd'hui, avec 10 000 $ aux États-Unis, vous achetez une cuisine. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inflation? Celui qui a gardé ses 10 000 $ sous son matelas, il n'est pas content. Tout à fait. Et donc, face à cette situation qui risque de s'aggraver, comment, selon vous, sauver son épargne et comment bien investir pour parer à la situation qui s'annonce? Je pense que c'est véritablement la question importante et la seule sur laquelle on a un petit peu de prise. Déjà, ceux qui l'ont fait il y a 10 ans, qui ont pu réorienter leur épargne sur on appelle ça des supports, mais qui les protègent de l'inflation, sont beaucoup mieux aujourd'hui que ceux qui ne l'ont pas fait. Mais investir son épargne, ou ses avoirs, ou son argent en période d'inflation, vous savez, ça me fait penser un peu à cette phrase que Dante nous disait, qu'il était écrit au-dessus de la porte des enfers. « Laissez toute espérance, vous qui entrez ». Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez l'option entre laisser votre argent sur votre compte bancaire, mais comme on l'a dit, l'inflation est une taxe sur l'épargne, donc votre pouvoir d'achat s'érode avec le temps. Et de l'autre, les prix, comme on l'a dit, subissent des déformations à cause de ces modifications du taux d'intérêt de la Banque centrale. Donc c'est évidemment quelque chose qui n'est pas facile. Ceci dit, avant de donner quelques suggestions ou quelques idées, j'aimerais quand même rappeler que dans le monde des investissements, il y en a un peu plus, mais principalement 2 forces qui agissent sur le prix des investissements. L'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'évaluation du risque des actifs. C'est un modèle qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle William Sharpe, qui nous permet d'évaluer le prix d'un actif en fonction de son risque. Et l'autre force, c'est les anticipations que le marché se fait du prix de l'actif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si, par exemple, demain, un météorologue vous dit qu'il va faire beau, s'il doit faire beau, il fait beau, peu importe ce que dit le météorologue. Par contre, si un grand financier ou un grand fonds d'investissement vous dit que l'or va monter ou le dollar va baisser, même si
effectivement, il devrait faire l'inverse de ce qui a été dit. Le fait que quelqu'un vous dise qu'il aille dans une certaine direction et qu'il ait du poids, ben, ça influe sur cette direction. Ce qui nous amène à la première règle, dans les investissements, il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Donc dans le monde des investissements, ce qu'on cherche, c'est une sorte d'asymétrie entre le gain potentiel et la perte potentielle. Il y a toujours une perte potentielle, mais ce qu'on veut essayer de faire, c'est qu'il y ait plus de chances de gagner que de chances de perdre. Donc qu'est-ce qu'à mon avis, il faut faire aujourd'hui? La première chose, c'est de s'intéresser à des monnaies qui ont eu des politiques monétaires restrictives. Donc évidemment, c'est ni l'euro, ni le dollar, ni ces monnaies qui ont été, dont on a beaucoup utilisé la planche à billets. Alors effectivement, en ce moment, le dollar, notamment, s'est renforcé. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, en général, on va sur la monnaie qui fait office de valeur refuge, et c'est le dollar. On parle aussi beaucoup des crypto-monnaies. Sur les crypto-monnaies, je suis assez partagé. Je comprends l'intérêt, pour moi, des crypto-monnaies. Je pense qu'il y a un futur avec les crypto-monnaies. Alors, il y en a parfois qui vous disent « Oui, mais les crypto-monnaies, ça repose sur rien. » Mais pardonnez-moi, mais depuis 1971, la monnaie fiduciaire ne repose aussi sur rien. Ce qui est beaucoup plus problématique avec les crypto-monnaies, c'est la question réglementaire. C'est-à-dire qu'on est toujours sous le risque que les banques centrales se réunissent, interdisent, taxent, limitent d'une certaine manière l'utilisation des crypto-monnaies. Quoi d'autre? On peut s'intéresser, donc, comme je l'ai dit, à tous les actifs qui sont difficilement duplicables. Ça implique aussi les actifs immobiliers. On parle d'emplacement. Quand on a un bon emplacement dans l'immobilier, c'est toujours une bonne idée. S'intéresser aux actifs dont on dit qu'ils nous protègent de l'inflation. Pour une raison qu'on a évoquée, il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. S'intéresser aux investissements ou aux sociétés dont les produits ou les biens ne sont pas en première ligne, en première ligne des dépenses des ménages. On sait tout ce qui va être transport, énergie. S'intéresser aux sociétés aussi qui ont la possibilité de faire passer une partie de la hausse des coûts sur le consommateur. Donc on pense principalement aux sociétés du luxe. Et s'intéresser aussi, en fait, déjà ne pas s'intéresser à tout ce qui vous paie un capital à terme, donc tous les produits obligataires, et je pense même aux obligations, ce qu'on appelle les obligations indexées à l'inflation. C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas vocation à dépasser l'inflation, mais à l'égaler. Et on peut s'intéresser aussi à tous les types d'actifs où l'État est particulièrement défaillant. Et je pense notamment à tout le secteur de la sécurité, où l'État est principalement en défaillance totale sur ce type d'activité, et où on sait que lorsqu'il y a du sang dans la rue, en général, Rothschild dit qu'il faut acheter de l'immobilier, mais il faut aussi acheter des actions de sociétés de sécurité. Voilà. Merci beaucoup, Gérald Authier. Je vous en prie. Passez une excellente soirée. J'en profite pour ceux qui n'ont pas vu l'info passer qu'il y a un changement dans la rédaction. Éric Tegner quitte Livre Noir et c'est Georges Jordi qui va le remplacer en tant que directeur de la rédaction. Il a plein d'idées, on vous proposera grâce à lui plein de nouveaux contenus et vous nous retrouverez toujours pour le rendez-vous du dimanche auquel vous tenez.